Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Palabres africaines, diversité anthropologique, dirigée par Lamine Ndiaye, département de sociologie, UCAD. L'objectif de Palabres africaines est de promouvoir, en terre africaine, la recherche. Ainsi, permet-elle aux universitaires et aux chercheurs, de tous bords, notamment africanistes, spécialisés dans les sciences humaines et sociales, de disposer d'un espace intellectuel au travers duquel il leur sera possible de proposer, en toute liberté, des réflexions pourvu que ces dernières soient scientifiquement fondées. Cette collection, qui veut encourager la transversalité, s'intéresse aux thèmes relatifs à la criminalité, à la violence, à la déviance, à la marginalité, à la santé, à la maladie, à la mort, à la corporéité, à l'ethnomédecine, à l'éducation, à la religion, à l'anthropologie du droit et aux imaginaires négro-africains. Dernière parution. Alfred Innis Ndiaye, Relations professionnelles en Afrique de l'Ouest, acteurs, conflits, négociations et régulations au Sénégal, 2017. Lamine Ndiaye, Culture, crimes et violences. Socio-anthropologie de la déviance au Sénégal, 2014. Dédicace. À Adja Koudia Ndiaye, une des pionnières de l'UGB et un modèle de conscience professionnelle. Aux hommes et femmes qui ont construit l'UGB et l'ont hissé au rang de l'excellence. Remerciements. Au cours de l'élaboration de cet ouvrage, j'ai bénéficié du soutien d'un grand nombre de collaborateurs, de collègues et d'amis. Que soient ainsi très chaleureusement remerciés tous les pionniers de l'Université Gaston Berger, qui ont accepté de livrer les témoignages publiés dans cet ouvrage. Ils sont membres du personnel administratif et technique, enseignants-chercheurs, anciens responsables de la coordination des étudiants et notables. Je pense à Seynabou Ndiaye Diop, Yatoudem Wade, Catherine Bass, Mariama Ndiaye Diakabi, Baba Karba, Mamour Sen, Sekou Sanya, Ngala Djité, Papa Banga Guissé et Abdoulaye Gueye. Leur concours a été décisif dans la publication de ce livre sous sa forme actuelle. J'ai aussi bénéficié de la lecture généreuse, des encouragements, des suggestions, corrections et compléments de Omar Sougou, Sérigné Modou Fall, Babali Sall, Arona Silla et Ibou Diallo. Ce dernier a par ailleurs assuré le travail de mise au point du manuscrit. Ma profonde gratitude va enfin à ceux qui m'ont accompagné depuis tant d'années dans mes activités de recherche et d'écriture. Avertissement de l'auteur. Le manuscrit de ce livre a été déposé auprès de l'éditeur, en février 2020. Les mesures d'urgence sanitaire liées à la gestion de la Covid-19 en ont retardé l'impression et la diffusion. La fermeture des établissements d'enseignement supérieur consécutive à la crise sanitaire a sûrement aggravé les dysfonctionnements de l'Université Gaston Berger, objet du livre. J'ai cependant gardé l'original du manuscrit. J'ai l'espoir que les idées qui y sont défendues ont conservé leur pertinence. Abréviations et acronymes. Introduction. Il vaut mieux produire un livre mal fait que de ne pas produire du tout. Je crois que nous risquons de laisser les autres générations, et nous n'avons pas le droit de laisser des orphelins. Nous devons leur donner un certain viatique qui leur permettra de démarrer à partir de ce que nous connaissons. Et cela peut constituer pour eux une rampe de lancement, pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas d'avoir un savoir égoïste, faire un peu comme le charlatan. Le charlatan est un mystificateur, il faut partager le savoir. Amadi Ali Dieng dans Abderrahmane Ngaïdé, doyen Amadi Ali Dieng. Le transmetteur intégral. 1932 à 2015, L'Harmattan 2016, page 87. En créant l'Université de Saint-Louis, l'ambition du gouvernement du Sénégal était d'en faire, selon le ministre Djibo Leyti Ka, qui a piloté en 1990 son ouverture, une université d'excellence où l'accès devrait être rigoureusement sélectif. K 2005/71. Pendant près de 20 ans, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, UGB, a réalisé cette ambition en formant des cadres qui occupent des postes de responsabilité au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Cependant, depuis la décennie 2010, avant même de célébrer le 30e anniversaire de l'UGB, la communauté universitaire manifeste des signes d'essoufflement. Ma question est la suivante.
Pourquoi, après avoir offert pendant des années à toute la région ouest africaine un cadre idéal pour la poursuite d'études supérieures, l'UGB peine-t-elle aujourd'hui à dérouler son projet pédagogique en conformité avec les normes académiques ? Ce cheminement sans doute inattendu interroge l'engagement des acteurs. Le maintien de la qualité de l'offre de formation en dépend. Évoquer les succès et les difficultés de l'UGB, c'est aussi jeter un regard sur le système dysfonctionnel d'enseignement supérieur public. Les concertations nationales se succèdent, mais les résultats positifs attendent toujours. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants s'inscrivent dans les universités publiques par manque de choix. À défaut de pouvoir continuer leurs études à l'étranger, ils préfèrent fréquenter les structures qui offrent des formations professionnelles privées. En ce qui concerne le public, ce sont en général les facultés de médecine et quelques écoles d'ingénieurs qui attirent encore les étrangers. Cette situation préoccupante du système public d'enseignement supérieur a inspiré ce livre. En ce qui concerne l'UGB, la reconstitution de sa trajectoire académique pourrait apporter des éléments de réponse à notre question de recherche. Pour ce faire, la génération d'hommes et de femmes qui ont construit l'UGB pourrait fournir des repères pertinents quant à l'évolution de l'institution. Au prix d'un travail acharné et patient, cette génération a érigé l'université en une organisation de renommée internationale. Toutefois, des vagues successives de pionniers partent à la retraite, emportant avec elles les souvenirs des premières années d'existence de l'université. L'écriture de ce livre offre l'occasion à certains de ces pionniers de s'exprimer sur leur histoire personnelle au sein de cette organisation. Dans cette perspective, le travail des pionniers mérite d'être connu pour être respecté et considéré. Apprendre de ce travail est un autre motif moins symbolique et affectif de revisiter la mémoire de l'UGB. Les continuateurs de l'œuvre des fondateurs ont intérêt à s'inspirer des solutions apportées aux difficultés déjà rencontrées. Ils doivent s'informer des succès qui constituent des acquis importants à protéger. Une organisation, notamment une grande université, vit de consensus et de conflits. L'UGB a réussi à construire des compromis durables, et a aussi pour l'essentiel atténué les effets négatifs de ces crises. En définitive, avec ce livre, nous souhaitons réconcilier la communauté avec la mémoire de l'université et qu'elle apprenne de ses expériences. Mettre en évidence le travail des hommes, des femmes et des groupes bâtisseurs de l'UGB permet de reconstituer les principaux repères de son histoire. Dans cette démarche, nous analysons en priorité la mise en œuvre du projet pédagogique. Quant à l'engagement des acteurs internes, il comporte une dimension spécifique, mais essentielle pour comprendre la trajectoire de l'UGB. Cette dimension est relative au comportement agressif des générations successives d'étudiants dans l'espace universitaire. Pourquoi les grèves et la violence, souvent accompagnées de la destruction de biens publics, constituent-elles le noyau dur de l'action protestataire des étudiants de l'UGB ? Le recours fréquent de ces derniers aux manifestations combatives a de lourdes conséquences sur la qualité de l'enseignement. Il occasionne des perturbations du calendrier universitaire. La décision exceptionnelle de certains établissements de renoncer à leur obligation de recruter des bacheliers pour l'année 2018 à 2019 provient de la violence estudiantine et policière. Nous ne défendons pas l'idée selon laquelle les étudiants de l'UGB détiennent le monopole de la violence. Loin de là. Cette violence est aussi présente dans les autres universités, et dans une certaine mesure dans toute la société sénégalaise. L'analyse du mode de représentation des étudiants et celle de leur rapport aux franchises universitaires pourrait nous fournir quelques éléments pour une meilleure compréhension de cette agressivité endémique. Mettre l'accent sur l'engagement des acteurs internes et externes à la construction de l'université, c'est poser la question de la survie de l'organisation. Personne ne devrait se méprendre sur l'importance du statut d'organisme public de l'UGB. Si cette dernière était une institution privée, elle ne pourrait continuer à exister qu'avec de grandes difficultés. La connaissance de son histoire pourrait avoir des effets cathartiques sur cette communauté universitaire. Beaucoup de choix d'écriture de l'histoire de l'UGB existent. Cependant, la trajectoire peut être retracée par le personnel administratif, technique et de service, les enseignants et les étudiants pionniers de l'UGB. Ils peuvent livrer une version non hégémonique, non élitiste, ordinaire en d'autres termes. Ainsi,
l'utilisation du récit de vie de recherche s'est présentée comme étant une approche pertinente pour ce projet d'écriture de la trajectoire de l'UGB. Elle est d'autant plus appropriée que l'étude concerne des questions qui ne peuvent être traitées de manière quantitative. Nous devons apporter des explications sur les raisons et les modes d'engagement des acteurs. En d'autres termes, nous devons analyser le fonctionnement des groupes sociaux. L'UGB constitue un milieu d'interconnaissance marqué par l'existence d'interactions personnelles fréquentes et interdépendantes. Cette interconnaissance renforce la crédibilité des témoignages. Qui doit alors raconter l'histoire de l'UGB et reconstituer sa trajectoire? Nous avons choisi des pionniers de l'UGB qui ont déjà effectué un séjour de plus de 20 années au service de l'organisation. Notre échantillon représente une population hétérogène qui tient compte du sexe et du statut socio-professionnel. Les informateurs clés qui ont livré leurs témoignages proviennent de toutes les structures existantes en 1990, le rectorat, le Centre des œuvres universitaires CROUS et les 4 unités d'enseignement et de recherche UER en place. Un des informateurs a une double appartenance pertinente pour notre propos. Ancien salarié du CROUS, il est aussi natif de Sanarpeul, qui est le village déguerpi du site de l'université. Il peut parler de l'histoire des populations autochtones et de celle du Crous. Pour obtenir des échos de la vie au campus dans les années 1990, nous avons recueilli des récits de 2 catégories d'étudiants appartenant à Sanar 1. La première est constituée par ceux qui ont terminé leur cycle doctoral et qui servent actuellement comme enseignants-chercheurs. Dans la deuxième, nous retrouvons un membre fondateur de la CESL et qui, à l'heure actuelle, poursuit sa carrière professionnelle en dehors du système éducatif. Les informateurs clés sont considérés comme des porteurs d'une expérience sociale structurée par leur longue participation à la vie quotidienne de l'UGB. Nous avons effectué les formalités nécessaires auprès des informateurs identifiés. Nous avons aussi repéré les contraintes pour renforcer la crédibilité de la recherche. Premièrement, nous avons négocié et obtenu, avec chaque interviewé, le consentement libre et éclairé. Il devait d'une part, être en accord avec la démarche de travail qui lui a été proposée. Il avait la possibilité de refuser l'invitation à participer et d'arrêter la procédure. D'autre part, nous lui avons fourni toutes les informations sur le déroulement du travail. L'une des spécificités de ce dernier est que le sociologue et la plupart des informateurs ont le même ancrage institutionnel, ce qui a facilité la précision du thème de la recherche. Nous avions aussi insisté sur la nécessité d'obtenir des témoignages sincères. Deuxièmement, une fois le consentement obtenu, nous avons présenté les modalités pratiques du déroulement du récit. L'informateur devait choisir la date, l'heure et un lieu approprié pour un entretien d'1 heure à 1 heure et demie. Il devait aussi donner son accord pour un enregistrement de ses propos, pour des raisons méthodologiques. À mon tour, je m'étais engagé à lui remettre une retranscription fidèle et une clé USB de l'interview. Troisièmement, nous avons expliqué aux informateurs pourquoi préserver la confidentialité de l'entretien et protéger l'anonymat n'était pas nécessaire. Le thème de la recherche, la destination de ses résultats et le statut des informateurs ne s'y prêtaient pas. Ces derniers devaient valider la retranscription de leurs récits et autoriser leur publication. Sur ce point, nous avons conclu avec eux un accord explicite. Une orientation non directive a soutenu la conduite des rencontres. Nous avons soigneusement évité les interventions qui pouvaient structurer le discours du sujet. Cette technique vise à faire émerger une parole libre. À l'exception de 3 récits, les interviewés se sont exprimés en langue locale. Ils ont fait ce choix qu'ils jugent plus approprié pour livrer leur témoignage. La validation de la retranscription en français par les informateurs a minimisé l'essentiel des biais de traduction. Pour les entretiens, la consigne est la suivante: Madame, Monsieur, vous faites partie des pionniers de l'UGB. Grâce à Dieu, vous êtes témoin de toute son histoire. Si vous devez la raconter aujourd'hui, que diriez-vous? Nous avons estimé que la formulation de la consigne permettait des entrées multiples dans le récit, sur la base des informations reçues au préalable sur le thème de recherche. C'est à partir des réponses apportées par l'interviewé à cette invitation qu'un échange verbal est organisé entre ce dernier et le sociologue. Nous n'avions pas un guide d'entretien à proprement parler,
mais un canevas d'entretien. L'appel à l'expression était basé sur quelques techniques comme la reformulation sous ses différentes formes et les interventions d'élucidation. Mukiele 1995. À la fin de la rencontre, les interviewés ont donné leur appréciation du déroulement de l'entretien. Ils avaient aussi la possibilité de compléter leur témoignage. Nous avons collecté et retranscrit les récits de vie entre mars et novembre 2019. 3 informateurs pressentis pour figurer dans l'échantillon ont refusé l'invitation à participer. En définitive, nous avons recueilli les récits de 5 enseignants-chercheurs. 2 d'entre eux appartiennent à Sanarin. 3 membres du personnel administratif du rectorat, un ancien agent du Centre des œuvres et un membre fondateur de la coordination des étudiants de Saint-Louis font aussi partie de l'échantillon. Ils sont donc 6 hommes et 4 femmes. 2 informateurs proviennent de chaque UFR, UFR-LSH, SJP, SEG et SAT. Nous présentons dans la première partie du livre tout le corpus de récits. La deuxième partie analyse et interprète les récits de vie collectés sur le terrain, accompagnés parfois par des documents. Elle comprend 4 chapitres. Le premier propose une lecture du fonctionnement de l'Université de Saint-Louis. Dans la méthodologie, nous avons justifié le choix de l'analyse qualitative à l'aide des catégories conceptualisantes d'une part, et d'autre part, l'investissement comme catégorie conceptualisante principale. Cette catégorie d'investissement permet d'évaluer le niveau d'engagement de tous les acteurs internes et externes dans le processus de construction de l'université. Après cette réflexion conceptuelle, nous avons procédé à la description du fonctionnement de l'organisation. Elle permet de redessiner l'évolution des interactions entre les acteurs et le système, et les changements produits. Le deuxième chapitre de la deuxième partie décrit longuement l'installation de l'administration du Crous, du rectorat et des établissements pédagogiques. Il met en exergue le rôle de l'État, et le travail de la première équipe dirigeante. Il montre comment cette équipe a su négocier avec tous les acteurs internes et externes. Il explique enfin pourquoi, de façon prématurée pour le Crous et vers la fin de la première décennie de fonctionnement pour le rectorat, sont apparus les premiers signes d'affaiblissement de la gestion administrative de l'UGB. Il présente certains éléments à l'origine de ce processus. Le troisième chapitre revient sur la substance de notre problématique de recherche, la conception, la mise en œuvre, les succès et les contraintes du projet académique. Il aborde toutes les péripéties qui accompagnent une œuvre humaine, en mettant en évidence sa fragilité. Il offre au lecteur le maximum d'éléments permettant de comprendre comment les acteurs ont construit une université d'excellence, et pourquoi, en moins d'une génération, le projet traverse des moments d'incertitude. Une présentation et une analyse des activités du mouvement associatif, coopérative, syndicat et coordination des étudiants, close la deuxième partie. Nous y tentons de montrer la contribution majeure des syndicats et de la coopérative dans la poursuite des objectifs organisationnels. Nous terminons le chapitre par plusieurs interrogations sur la présence et les activités de l'association des étudiants dans l'espace universitaire. Dans la conclusion, nous discutons d'une question qui interpelle tout lecteur de ce livre: quel avenir pour l'UGB ? Si cette institution ne peut plus réaliser l'ambition première du gouvernement pour des raisons diverses, alors la communauté universitaire doit à présent se tourner vers le futur. Cette décision lui permet de reconstruire son organisation, en se fixant des buts en relation avec les nouvelles contraintes de l'environnement économique, social et politique. Toutes les universités de la troisième génération pourraient profiter de cette réponse, pour faire l'économie des initiatives contre-productives des acteurs internes et externes de l'UGB. Première partie, présentation des récits de vie. Introduction. Les récits de vie présentés dans ce livre sont indépendants les uns des autres. Ainsi, le lecteur peut choisir lui-même l'ordre dans lequel il prend connaissance des textes. Cependant, la présentation suit un ordre qui peut en faciliter la lecture. En effet, elle commence par le récit du chef de village de Sanard qui décrit l'univers traditionnel et mystique du site de l'université. Le récit rend compte des négociations organisées entre les autorités politiques et administratives d'une part, et les notables du village d'autre part.
Ces négociations ont conduit au déguerpissement des familles qui résidaient à l'époque sur le site de la nouvelle université. Cette présentation est suivie par celle de 3 récits qui décrivent la mise en place de l'administration pilotée par le rectorat et par les directions du ER. Ces récits valorisent le travail effectué par l'équipe dirigeante composée du recteur et des 4 directeurs fondateurs. Après leur lecture, l'on comprend mieux l'engagement que nécessite la construction d'une université qui choisit d'offrir une formation de qualité. Nous avons aussi une meilleure appréhension du désengagement progressif du personnel. La présentation de l'offre de formation des UFR est mise en avant dans les 5 récits suivants. Ce sont des discours d'enseignants-chercheurs. Sur ce plan, nous avons tenté d'obtenir la description du processus d'élaboration des premiers projets pédagogiques. Cette description laisse apparaître le travail important des directeurs fondateurs des premières UER. Par ailleurs, la plupart des récits évoquent les activités du mouvement associatif. Le dernier est celui d'un membre fondateur de la CESL. Il nous présente le contexte, les justifications de la création de la coordination et ses premières batailles. Dans tous les cas, nous recommandons au lecteur de prendre connaissance de ces récits avant de lire la deuxième partie du livre. Récit 1, Monsieur Babacar Ba. Ancien ambulancier, Centre des œuvres sociales, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Entretien réalisé le 13 mai 2019. Avant l'arrivée de l'université, des signes annonciateurs sont apparus dans la communauté. Un jour, des joueurs de Riti, violon-peul, ont rendu visite à mon père. Ils étaient dirigés par El Hadji Aben AW. Mon père, Gorgui Naël Ba, était spécialisé dans la pharmacopée. À l'époque, il était très connu, réputé pour sa science. Quiconque voulait utiliser les plantes et les arbres devait nécessairement passer par lui. C'était un don de Dieu. Cependant, Dieu aussi a fait qu'il aimait passionnément la musique Riti. Fréquemment, les musiciens de Riti et de Xalam venaient lui rendre visite. Donc, durant la nuit, en pleine séance de Riti et de chant, entre minuit et 1h du matin, une jeune fille est sortie de la maison pour rejoindre l'assistance dans la cour. Elle s'appelle Penda Ba, fille de Fatim Ba. La mère de Penda Ba est la sœur de mon père. Toute la grande famille de mon père était présente durant cette petite fête. Quand Penda est sortie de la maison, c'est comme si elle avait perdu la raison. Elle ne parlait ni Wolof, ni Peul, ni Bambara. Elle s'exprimait en français. Elle devait avoir 15 à 16 ans. Elle parlait uniquement en français, alors qu'elle n'avait jamais fait l'école française. Les notables ayant compris le message se sont ensuite réunis pour soigner Penda. 1 ou 2 ans après sa guérison, les négociations entre le gouvernement et la communauté ont débuté en vue de la construction d'un édifice public. Quand le projet était devenu officiel, les notables étaient déjà prêts à la négociation. Chez les Peuls, ils ne préparent pas un conflit. Ils sont toujours prêts. Alfred Innis Ndiaye. Monsieur Babacar Ba, vous avez servi comme ambulancier du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis dès son ouverture en 1990. Vous êtes aussi natif du village de Sannar qui abrite le site de l'université. Aujourd'hui vous en êtes le chef. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'implantation de l'université sur vos terres? Babacar Ba. Je vais commencer par parler de l'époque où personne ne pouvait pas imaginer que notre village abriterait un jour le site d'une université. Le coût du transport entre Sannar et la ville de Saint-Louis était de 35 FCFA. L'un des transporteurs qui assurait la liaison s'appelait Mamadou Tiaré. Il possédait une voiture de marque Peugeot 204. Il y avait un autre transporteur, Bala Diop, qui avait une Citroën 2CV. Ce sont les seuls transporteurs qui assuraient la liaison Sannar-Saint-Louis. Les populations de Sannar n'allaient pas souvent à Saint-Louis. Si une femme projetait d'aller en ville, plus de 20 personnes lui confiaient leurs courses à faire comme acheter du pétrole, 25 FCFA de pétrole, du niébé ou de l'huile. En général, les familles vivant à Sannar vivaient des fruits de la récolte de leurs champs comme le manioc, la patate et aussi des produits du fleuve. La pêche fluviale avec les morts se portait bien. Après la pêche, les morts offraient des poissons aux bergers et parfois aux femmes qui cultivaient dans les champs. Ces dernières pouvaient aussi acheter leurs poissons. Avec 250 FCFA, une femme pouvait obtenir un bol de poisson.
Avec le poisson, les femmes préparaient des plats à base de nadio, de patates et de manioc. Ces plats étaient de loin préférés au thieboudion, et il n'y avait pas d'ajout de cubes maïs ni d'autres produits à la mode aujourd'hui. La plupart des maisons ne disposaient pas de courant domestique. Seuls les grands notables en disposaient dans leur maison. Alors pour s'éclairer, on prenait une bouteille remplie de pétrole, un bouchon troué et une mèche. C'est avec ce mécanisme très simple que les populations s'éclairaient. Quand on apprenait nos leçons, on allumait une mèche dans un pot rempli de pétrole. On ne disposait donc pas de lampe électrique, même pas de lampe torche qui existait certes, mais était rare sur le marché. Mes parents avaient construit un bâtiment en dur. Parmi les familles qui habitaient sur le site actuel de l'université, il y avait celle de Macumba Fall qui habitait en face du 3e portail de l'université. Le grand frère de Macumba Fall, Daouda Fall, était le propriétaire d'un champ localisé sur le site. Tous les enfants de Macumba Fall sont nés sur le site actuel. À l'endroit où il y a le local des chauffeurs, il y avait le champ de Demba Sokna, le père de Mamadou Tiaresso, le transporteur. Le champ de Moussa AW était situé entre ceux de Demba Soknasso et Makoudou Fall. Moussa AW possédait un grand champ et une voiture Renault R4. À côté du grand portail de l'université, près du poste de courant, habitait un certain Antoine, un Européen. C'est avec lui que j'ai appris qu'un cheval pouvait être dangereux. Ce cheval avait fracturé la jambe de Douche, un jeune homme chargé de son entretien. En allant vers le portail de Sanar, Malik Sow habitait là-bas. Lui aussi avait construit 2 bâtiments en dur. Mais je rappelle qu'il y avait très peu de bâtiments en dur dans le village. À côté de l'endroit où est implantée la bibliothèque centrale, près du villageage des étudiants, il y avait l'enclos de bétail de Ahmet Maram. Ce dernier avait beaucoup de vaches. Les Européens et des Maures lui confiaient aussi les leurs. Une dame Diomou Saadi, une malvoyante, aidait Ahmet dans l'entretien du troupeau. Un tamarinier était implanté à la porte du village H. Beaucoup de personnes ont essayé de l'abattre. En vain. À plusieurs reprises, des conducteurs de tracteurs ont aussi essayé, mais à chaque fois, les machines tombaient en panne au contact de l'arbre. Cet arbre abritait une colonie d'abeilles qui n'attaquaient pas les hommes. Finalement, c'est un Laobé, bûcheron, originaire de la ville de Saint-Louis, qui accepta et réussit à l'abattre après de longues et dures négociations avec les entrepreneurs de la nouvelle université. Malheureusement, c'est après cette opération que ce bûcheron a eu de sérieux problèmes de santé. Après le village H, il y avait Negoudéou Yoro. Il fut rejoint par Tiernodem, un sérigné d'Ara. Du côté du rectorat actuel, il y avait la maison de Hamas Maram, un notable. Entre Negouda Yoro et l'ancienne résidence du recteur, là où était sise l'ancienne direction du Crous, notre maison familiale était située à cet endroit. C'est là-bas où je suis né. Alfred Ini Sendiaye. Donc, vous êtes né sur le site actuel de l'université? Babacar Ba. Oui, je suis né ici. J'ai même grandi ici. Après la résidence du recteur, c'était le cimetière pour enfants, et un peu plus loin, sur le site actuel du jardin d'enfants, c'était le cimetière pour adultes en allant vers le mur de clôture de l'université. J'ai appris quand j'étais petit que le premier homme à être enterré dans le cimetière était décédé suite à la maladie du sel, probablement le goitre, parce qu'avant de mourir, il enflait toujours. Avant l'arrivée de l'université, des signes annonciateurs sont apparus dans la communauté. Je rappelle que le site était occupé par des agriculteurs et éleveurs qui tenaient beaucoup à leur terre ancestrale. Des gens pouvaient avoir un grand troupeau de chèvres, composé de 100 à 200 têtes laissées en liberté sur le site. Le lait des chèvres du troupeau suffisait à la nourriture de la famille en dehors du lait des vaches. Systématiquement, quand une famille recevait un hôte, une chèvre était sacrifiée. Je me souviens de mon père. Il lui arrivait de sacrifier 5 chèvres en une journée pour accueillir des invités. Juste pour expliquer l'abondance du troupeau. Les populations faisaient du social. Si une femme allait faire le marché à Saint-Louis, à midi, sa famille pouvait manger sans souci avec l'aide des familles voisines. Même à l'occasion de voyages pour assister à des cérémonies familiales, vous pouviez emprunter des habits si vous n'en aviez pas. Ce social existait au sein de la communauté de Sanar Peul,
mais il n'existe plus à cause de la modernité. Avant l'arrivée de l'université, 2 à 5 années avant, les autorités venaient voir les notables. Senghor venait voir mon père. Tierno Birahim Endao, gouverneur, venait aussi le voir. En ce moment-là, les voitures officielles étaient de marque Citroën ID ou Peugeot 204. Les ministres roulaient en Citroën ID. Il y avait aussi des voitures de marque Peugeot 204 et Renault R4. Un jour, des joueurs de Riti, violon Peul, ont rendu visite à mon père. Ils étaient dirigés par El Hadji Aben AW. Mon père, Gorgui Naelba, était spécialisé dans la pharmacopée. À l'époque, il était très connu, réputé pour sa science. Ceux qui voulaient utiliser les plantes et les arbres passaient souvent par lui. C'était un don de Dieu. Cependant, Dieu a fait qu'il aimait passionnément la musique Riti. Fréquemment, les musiciens de Riti et de Xalam lui rendaient visite. Ainsi, notre maison, en plus d'être une maison d'hôtes, était très fréquentée par les autorités politiques et administratives. Ces dernières offraient souvent à mon père des sacs de blé, dont le tissu était souvent recyclé pour servir de tissu de pantalon. Donc, durant la nuit, en pleine séance de Riti et de chant Peul, vers minuit 1h du matin, une femme sortit de la chambre. Elle s'appelle Pendaba, une jeune fille de Fatimba. La mère de Penda est la sœur de mon père. Toute la famille de mon père était présente lors de cette fête. Quand Penda est sortie de la chambre, c'est comme si elle avait perdu la raison. Elle ne parlait ni Wolof, ni Peul, ni Bambara. Elle s'exprimait en français. Elle devait avoir 15 ou 16 ans. Elle parlait en ce moment-là uniquement en français, alors qu'elle n'a jamais fait l'école française. Après cet événement, les notables se sont mobilisés pour la soigner. 1 ou 2 ans après sa guérison, les négociations entre le gouvernement et les notables ont débuté. Quand le projet était devenu public, les notables étaient déjà prêts à la négociation. Chez les Peul, ils ne préparent pas un conflit. Ils sont toujours prêts. Penda est encore vivante. J'ai l'habitude de lui dire que l'université Gaston Berger lui doit un tribut, car c'est elle qui est la première personne à avoir annoncé sa construction à Sannar. Quand le gouvernement est venu annoncer le projet à la communauté, il y avait dans celle-ci de grands notables avec qui il devait parler. Sur le site, il y avait effectivement une importante communauté avec ses lieux d'habitation, ses champs et ses enclos pleins de chèvres et de bœufs. Il fallait déguerpir cette communauté. Je me rappelle que mon père avait en un moment donné boudé la négociation et avait déménagé dans un premier temps à Ndiaoudoun. Sa décision avait bloqué les négociations, car mon père inspirait la crainte. À la demande de ses autres voisins notables du village, il avait fini par accepter l'indemnisation proposée par le gouvernement. Je me rappelle que c'est vers minuit que les émissaires du gouvernement étaient venus le voir. Le déménagement de la communauté n'a pas été facile. Certains pères de famille ont quitté le village après avoir refusé l'offre des autorités. D'autres ont déguerpi avec une grande colère après avoir bradé tous leurs biens. Beaucoup de pères de famille n'ont pas profité des indemnisations qui souvent étaient remises par des émissaires qui prélevaient une partie importante de la somme. Ce n'était pas comme maintenant, où il est difficile de détourner l'argent d'indemnisation. Vers le village F, il y avait un jujubier. Le coin s'appelait Beli Lamdam. Les gens pouvaient être possédés par des djinns à cet endroit. En général, on n'en parlait pas pour éviter de faire peur aux populations. Il y a une époque où les gens n'osaient pas y aller. Chez nous les Peuls, on nous interdisait de marcher dans la rue entre 13 et 14 heures, le Ndiolor. Les mères de famille veillaient à ce que leurs enfants ne sortent pas à cette heure. Au moment du crépuscule Timish, aussi, on pouvait entendre des bruits de chevaux qui quittaient Sannar pour s'en aller au loin. Les anciens disaient qu'ils représentaient les esprits Rawan du village qui partaient. Pendant ces moments-là, on immobilisait tous les membres de la famille dans les chambres. Au moment de la construction des bâtiments abritant l'université, les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers se concertaient fréquemment avec les notables. Même certains d'entre eux s'étaient déclarés talibés, de certains vieux pour bénéficier de leur protection. En général, les Peuls sont toujours très honorés quand tu déclares être leur talibé. Pour cette raison, ces vieux notables souhaitaient ardemment la réussite du projet de leur talibé,
projet qui est en réalité la construction d'une université. Beaucoup de responsables du chantier de l'université s'étaient confiés à mon père qui, en retour, leur apportait son soutien. Finalement, mon père n'était plus en colère contre les autorités et avait accepté l'idée que le gouvernement construise une université sur le site de son ancien village. D'ailleurs, un petit avion s'est un jour écrasé sur le site actuel de l'université. Même au moment de la construction des bâtiments, il y a eu beaucoup de problèmes. Certains petits entrepreneurs n'ont jamais réussi à exécuter leur marché. Il ne faut pas oublier que la construction de l'université a pris beaucoup de temps. Et même pendant très longtemps, le gouvernement a eu des difficultés pour démarrer les activités de l'université. En vue de la préparation de l'ouverture, Djiboka est venu seul retrouver mon père à Ndiaoudoune. Même Saliou Ramaka n'était pas au courant de cette visite. Il est revenu une autre fois en compagnie d'un gouverneur pour annoncer à mon père la décision du président Abdou Diouf de lui octroyer une indemnité. Le président Abdou Diouf entretenait une correspondance avec mon père. Donc, si le gouvernement a atteint son objectif de déguerpir le village de Sanar Peul sans grande difficulté, c'est qu'il avait réussi à bien négocier avec les notables du village. Ce succès est dû, en grande partie, à de grandes personnalités politiques comme Djiboka et Abdou Diouf. Pour illustrer l'importance de ces négociations, je peux citer le cas de Rose Betio. À Ndiayen, les autorités avaient déguerpi un village au profit d'une grande ferme agricole. Mais la ferme n'a pas marché. Dans le cas de l'université, au moment du démarrage, Saliou Ramaka et Amadou Lamine Ndiaye ont rapidement noué de très bonnes relations avec notre communauté. Lamine Ndiaye venait régulièrement rendre visite aux notables. Saliouka avait considéré mon père comme son père. Le recteur Lamine Ndiaye venait prier tous les vendredis à Sanar. Il a même participé à la construction de la mosquée. Il a été le premier à construire une mosquée dans le village de Diougou. Saliouka avait d'abord noué de très bonnes relations avec tous les notables. Pour chacun d'entre eux, il avait embauché au Crous un recommandé. Il avait réservé un quota de postes de travail à tous les villages environnants. Ndiaoudoune, Sanar, Ngalel. Lamine Ndiaye avait aussi fait la même chose. Tout cela avait contribué à apaiser les relations entre le village et l'université. Le jour de la pose de la première pierre de l'université, les populations de Sanar ont été sollicitées pour participer pleinement à la fête. La cérémonie a été précédée par une rencontre nocturne entre le président Senghor et les notables. Le jour de la cérémonie, le président a été accueilli par des élèves, j'en faisais partie, et il a beaucoup sympathisé avec les notables venus l'accueillir. On m'a rapporté qu'il les a conseillés d'entretenir de bonnes relations avec l'université, et surtout de profiter de sa présence dans leur territoire pour envoyer leurs enfants à l'école. Je vous ai amené un outil puissant qui peut générer la connaissance. Allez vite acquérir du savoir. Si vous n'êtes pas vigilant, elle va transformer vos habitudes. Mais avec un peu d'intelligence, vous pourrez en profiter. Donc, après le démarrage de l'université, les paroles de Senghor résonnaient sans cesse dans l'oreille des notables. Ils attendaient beaucoup de l'université. Nous avons l'avantage d'être un village constitué autour de 4 pintis, sous-communautés. Nous pouvons nous concerter très facilement la nuit, pour nous accorder sur les grandes décisions. L'entente et la solidarité sont toujours entretenues dans la communauté. Saliou Ramaka fut remplacé par Doudou Ndiaye Kairé. Même si Saliouka était un grand ami du ministre Djiboka et tout le monde le savait, il n'avait à l'époque manifesté aucune activité politique quand il occupait la direction du Crous. Doudou Ndiaye, lui, était identifié comme étant couvert par les socialistes au pouvoir. On disait de lui qu'il était un proche de Ousmane Tanor Dieng. Au service médical, il y avait le docteur Armand Mebaye qui avait bien géré le suivi médical des étudiants avec une équipe composée de 2 infirmiers, une assistante administrative et un ambulancier, moi-même. Armand était prudent et bien organisé. Il planifiait ses jours de consultation, rendait visite régulièrement aux étudiants hospitalisés. C'est lui-même qui transférait les urgences à l'hôpital. Toujours au niveau du Crous, après le départ de Doudou Ndiaye Kairé, Karim Cissé est arrivé.
Il paraît qu'après son élection à la tête du pays, le président Wade s'était étonné du maintien de Doudou Ndiaye au poste de directeur du Crous. Karim Cissé a fait preuve d'une grande intelligence en refusant de s'impliquer dans la politique. Les gens ont tout fait pour l'impliquer dans le jeu politique. Lui aussi, comme les pionniers de l'université, avait réussi à entretenir de très bonnes relations avec les notables de Sannar. Dans la discrétion, il leur rendait régulièrement visite. Je me rappelle, un dimanche, en quittant Kaolack pour Saint-Louis, Karim m'a appelé au téléphone pour m'informer d'un conflit en gestation au sein du Crous et a sollicité mon aide. Avec l'aide des notables, nous avions réussi à neutraliser l'action subversive en préparation. Une autre fois, le Crous a été le théâtre d'une violente perturbation. D'abord, la CNTS avec Masek était en grève. Sabar a eu un bras fracturé, et Biram Ndiaye a été chahuté avec des jets de pierre. Ensuite, au moment où le personnel du Crous s'entretuait, les étudiants étaient aussi en grève. Les gendarmes allaient investir le campus social pour rétablir l'ordre. Juste en ce moment-là, Karim Cissé m'appela pour l'aider à trouver une solution. Ce qui fut fait. Lui aussi m'aidait souvent. Quand je devais faire un pèlerinage au Maroc, Karim m'a appuyé financièrement et m'a autorisé à m'absenter pendant 1 mois. Sur le mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane au Maroc, j'ai prié pour lui et pour qu'il fasse une bonne carrière professionnelle. Alfred Innis Ndiaye. Ce que vous me racontez sur l'histoire du Crous est très intéressant. Avez-vous continué à suivre l'évolution de la situation au campus social? Babacar Ba. Aujourd'hui, à l'université, il existe des clans qui se font constamment la guerre. Quand Biram Ndiaye est arrivé, il avait réellement la volonté de changer les choses. Biram a remplacé Oumar Sarr qui a fait un trop bref séjour à la tête du Crous. Il était jeune, et a voulu s'entourer de jeunes qui ont empoisonné ses relations avec le personnel. En plus, il méprisait royalement les villages environnants. Il ne s'occupait que de ses parents. Avec Diao, la situation s'est empirée. Tous les villages environnants entretenaient beaucoup d'espoir avec ce directeur qui habite la même collectivité territoriale qu'eux, lui étant originaire de Fas et le docteur Dieye originaire de MPAL. Pour nous, c'était la première fois que le Crous avait un directeur originaire de notre commune. C'était une grande joie pour nous. Malheureusement, tous ceux qui ont dirigé le Crous avant et qui ne sont pas originaires de notre commune ont fait mieux que Diao. En notre endroit, il n'a fait que de la communication, aucun acte concret. Avec Diao, c'était le népotisme absolu. Il lui arrivait de recruter du personnel qui n'avait même pas les diplômes requis, au moment où dans l'environnement immédiat de l'université, il existait une pléthore de diplômés qui sont nés et ont grandi à Sannar et qui ne pouvaient pas être recrutés au Crous. Pire encore, ces gens autour du directeur recrutaient leurs propres fils au moment où les jeunes diplômés de Sannar interrogeaient leurs parents sur leur incapacité à sensibiliser les responsables du Crous sur la nécessité de prendre en compte leurs besoins. Cela est tout de même dangereux. Saliou Ramaka n'agissait pas de la sorte. Au contraire, il avait confié le Crous aux notables qui, en retour, y veillaient. Aujourd'hui, les jeunes ont revendiqué leur contrôle de l'université. En réponse, les anciens se sont désengagés pour leur laisser le champ libre. Ils peuvent gérer comme ils l'entendent. Alfred Innis Ndiaye. Pensez-vous réellement que l'implication de la communauté de Sannar pourrait aider l'université à résoudre ses problèmes? Babacar Ba. Pour faire quelque chose à Gaston Berger de viable et durable, il faut associer le village de Sannar. C'est ce que je dis tous les jours. Le site de l'université appartient aux populations de Sannar. Je me rappelle que le recteur Niané avait une fois créé une commission dont les membres externes provenaient de l'association des parents d'élèves, mais il n'y avait aucun notable de Sannar. Ce n'est pas admissible. Mis au courant, nous avons demandé à tous les membres de la communauté de s'éloigner de cette commission. Alfred Innis Ndiaye. Comment expliquez-vous cette attitude du recteur? Babacar Ba. Il faut visiter le rectorat. Aucun responsable administratif n'est originaire de Sannar. Au Crous, c'est la même chose. Quand Biram Ndiaye voulait installer son syndicat,
Il est venu dans le village solliciter notre aide. C'est grâce à notre soutien que son syndicat s'est développé. Il sait aussi les conséquences de notre prise de distance. On a pris cette décision parce que, en un moment donné, on ne savait pas où il allait. Donc, quelle que soit la situation, vous ne devez pas mépriser les populations qui vous ont cédé leurs terres pour votre projet. Personne ne peut accepter cette attitude. Personne. Aujourd'hui, les anciens sont marginalisés. Dans certains services, il serait mieux de conserver certains anciens pour bénéficier de leur savoir. Je n'ai aucune estime pour les jeunes, car ils mettent toujours en avant leur diplôme. Avoir un diplôme, c'est bien, mais il faut en faire un bon usage. Une fable raconte l'histoire d'un marabout, donc d'un homme de science, avec son talibé. À chaque fois que le talibé voulait donner son point de vue lors des conversations, le marabout lui demandait toujours de se taire, car il était ignorant. Un jour, ils devaient ensemble traverser en pirogue un cours d'eau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.